Le 14 juin 1944, à 09h17, le sergent britannique William Thompson se tenait incroyable devant le colonel Heinrich Weber à l'Oflag 64 de Schubin. 3 semaines auparavant, Weber avait donné sa parole d'honneur que l'ami blessé de Thompson recevrait des soins médicaux. Thompson n'y avait pas cru. La propagande lui avait appris que la parole d'un Allemand ne valait rien. Mais là, devant lui, se tenait son ami, Robert Morris, complètement guéri. Opéré par des médecins allemands, Weber n'a prononcé qu'une seule phrase « J'ai donné ma parole » à ce moment précis. Thompson a compris quelque chose de fondamental. Tous les ennemis n'étaient pas des menteurs. Certains hommes tenaient leur parole, même quand le monde entier était en guerre. Ceci n'est pas une histoire de naïveté. C'est l'histoire documentée de milliers de prisonniers de guerre britanniques qui, après la guerre, ont juré que des officiers allemands avaient tenu leur parole, avec une rigueur qui faisait honte à leurs propres supérieurs. Pas dans tous les camps, pas par tous les gardes, mais dans suffisamment de cas documentés pour que cela devienne une tendance qui contredisait la propagande, une tendance consignée dans des mémoires après la guerre, une tendance qui montrait que l'honneur pouvait survivre, même dans les heures les plus sombres. William Thompson venait de Manchester, 24 ans, infanterie. Il avait été à Dunkerque, avait survécu à l'évacuation, avait été fait prisonnier en Afrique du Nord en mars 1943, lorsque le transport l'a emmené en Allemagne. Il s'attendait à la brutalité. La propagande avait montré comment les Allemands traitaient les prisonniers. Faim, torture, mort. Il avait peur. Chaque soldat britannique avait peur de la captivité allemande. Les histoires étaient partout. Les avertissements étaient clairs. N'attends rien, ne fais confiance à personne, ne crois aucun mot. La première surprise est arrivée le jour de son arrivée à l'Oflag 64, un camp d'officiers pour prisonniers alliés en Pologne. Le commandant, le colonel Heinrich Weber, a rassemblé tous les nouveaux prisonniers. Il a parlé en anglais. Ses mots étaient clairs. Vous êtes maintenant sous la protection de la Convention de Genève. Vous serez traités humainement. Vous recevrez une nourriture convenable. Vous recevrez des soins médicaux si nécessaire. Vous serez autorisé à écrire des lettres à votre famille. Je vous donne ma parole d'officier allemand. Thompson a écouté et n'a pas cru un seul mot. La propagande pouvait être raffinée. Peut-être n'était-ce qu'une tactique. Peut-être que les mensonges viendraient plus tard. Mais les mensonges ne sont pas venus. 3 jours plus tard, Thompson a reçu son premier colis de la Croix-Rouge. Chocolat, cigarettes, savon, exactement comme promis. 1 semaine plus tard, il a été autorisé à écrire une lettre à sa famille. 2 pages, censurée, mais autorisée. Exactement comme promis. Après 2 semaines, un officier britannique a demandé si les prisonniers pouvaient avoir des livres à lire. Weber a dit oui. 3 jours plus tard, des gardes ont apporté 200 livres en anglais. Provenant de bibliothèques allemandes, exactement comme promis. Thompson a commencé à se demander, était-il possible que ce commandant tienne vraiment sa parole? Le test est arrivé en mai 1944. Le meilleur ami de Thompson, Robert Morris, a été blessé lors de travaux forcés. Une lourde poutre est tombée sur sa jambe, l'os s'est brisé. Morris a crié de douleur. Thompson l'a ramené au camp, la panique dans ses yeux, dans les camps britanniques. Il avait entendu des histoires. Les Allemands laissaient les prisonniers blessés mourir. Pas de gaspillage de ressources pour les ennemis. Ils s'attendaient au pire. Morris allait mourir, et ce serait de sa faute, parce qu'il ne l'avait pas protégé. Mais Thompson est allé directement voir le colonel Weber. Il n'avait rien à perdre. Weber a écouté, a vu le désespoir dans les yeux de Thompson et a dit quelque chose que Thompson n'oublierait jamais. « Votre ami sera opéré. Nous avons un chirurgien allemand à proximité. Il viendra.
Je vous donne ma parole que nous ferons tout notre possible pour sauver sa jambe. » Thompson a voulu demander pourquoi. Pourquoi un officier allemand gaspillerait-il des ressources pour un prisonnier ennemi? Mais Weber était déjà parti, donnant des ordres, organisant, agissant. 2 heures plus tard, le chirurgien allemand, le docteur Friedrich Köhler, est arrivé. Il avait 52 ans. Avait exercé à Berlin avant la guerre, il a examiné Maurice. La fracture était compliquée, sans opération. Maurice perdrait sa jambe, peut-être sa vie, à cause d'une infection. Köhler a dit à Thompson, « Je vais opérer. Ce soir, nous n'avons pas beaucoup d'équipement ici. Mais je ferai de mon mieux. » Thompson a demandé, « Pourquoi nous aidez-vous » Köhler a répondu, « Parce que je suis médecin. Et les médecins aident. La guerre ne change pas cela. » L'opération a duré 4 heures. Thompson a attendu, n'arrivait pas à dormir, n'arrivait pas à manger. Son ami était allongé sur une table d'opération allemande, traité par un chirurgien allemand, au milieu d'une guerre où ils étaient ennemis. Cela n'avait aucun sens. La propagande avait dit que les Allemands étaient des monstres, mais un monstre aurait laissé Maurice mourir. Un monstre n'aurait pas opéré pendant 4 heures pour sauver une vie ennemie. Thompson a commencé à comprendre que la propagande était peut-être fausse. À 03h30, le docteur Köhler est sorti de la salle d'opération, épuisé, ensanglanté, mais souriant. L'opération a été un succès. L'os est fixé. S'il n'y a pas d'infection, votre ami gardera sa jambe. Il a besoin de repos, de bonne nourriture, de temps. Thompson a pleuré. Pas de tristesse, de soulagement, de gratitude, de confusion face à tout ce qu'il avait cru. Il a juste dit « Merci ». Köhler a acquiescé et a dit quelque chose qui a accompagné Thompson toute sa vie. Nous ne sommes tous que des humains. La guerre essaie de nous faire oublier cela, mais nous devons nous en souvenir. 3 semaines plus tard, Maurice était de nouveau debout, boitant, mais vivant. Sa jambe était sauvée. Les médecins allemands lui avaient rendu visite quotidiennement, avaient empêché les infections, avaient apporté de la nourriture supplémentaire pour sa convalescence, avaient sauvé sa vie alors qu'ils auraient pu le laisser mourir. Et le colonel Weber avait tenu sa parole, exactement comme il l'avait promis. Thompson comprenait maintenant. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un principe. Weber était un homme qui tenait sa parole, non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. Mais l'histoire de Thompson n'était pas unique. L'Oflag 64 était rempli d'histoires similaires, des officiers britanniques qui documentaient comment des commandants allemands tenaient leur parole, avec une rigueur qui était étonnante. Le capitaine James Harrison de Londres a écrit dans son journal en juillet 1944 « Le colonel Weber a promis que les prisonniers malades n'auraient pas à travailler. Aujourd'hui, j'ai vu comment il a puni un gardien allemand qui essayait de forcer un prisonnier malade à travailler. » Weber a dit au gardien « J'ai donné ma parole et ma parole sera respectée. » Le gardien a été immédiatement muté. Ce n'est pas l'armée allemande qui nous a été montrée dans la propagande. Le lieutenant David Peterson d'Édimbourg a documenté un autre cas en août 1944. Weber avait promis que les prisonniers recevraient une fois par mois des colis de chez eux, en plus des colis de la Croix-Rouge. Beaucoup de prisonniers n'y croyaient pas. Trop de promesses avaient été brisées. Par beaucoup trop de gens, mais le 15 août, les colis arrivèrent. Chaque prisonnier reçut le sien, personnellement distribué par Weber lui-même. Il dit « Je comprends que vous ne me fassiez pas confiance. La guerre détruit la confiance, mais je tiendrai parole chaque mois. » Peterson écrivit « À ce moment-là, j'ai compris. Cet homme est différent. » Les histoires se sont répandues. Les prisonniers d'autres camps ont entendu parler de l'Oflag 64, du commandant qui tenait parole, des gardes allemands qui traitaient les prisonniers comme des humains et non comme des ennemis,
des médecins qui opéraient les blessés alliés comme s'ils étaient leurs propres soldats. Et lentement, quelque chose a changé chez les prisonniers. Pas de l'amour pour l'ennemi, mais du respect pour certains hommes, du respect pour des principes qui allaient au-delà de la guerre, du respect pour l'idée qu'une parole donnée pouvait être sacrée. Même au milieu du chaos, en septembre 1944, un officier britannique a mis Weber directement à l'épreuve. Le major Robert Clark, de Liverpool, était connu pour son cynisme. Il ne croyait personne, ne faisait confiance à personne, s'attendait à ce que tout le monde mente. Il alla voir Weber et posa une question impossible. « Monsieur le colonel, vous dites que vous tenez parole, mais que se passe-t-il si votre parole a un prix? Que se passe-t-il si c'est difficile? La tiendrez-vous toujours ?» Weber regarda Clark droit dans les yeux et répondit « Une parole qui n'est tenue que lorsqu'elle est pratique n'a aucune valeur. Ma parole est toujours valable, ou elle ne l'est jamais. J'ai fait mon choix. » Clark décida de tester. Il demanda quelque chose d'impossible. Il voulait que Weber autorise un prisonnier malade à se rendre dans un hôpital civil allemand, pour un traitement spécial qui n'était pas disponible dans le camp. Cela impliquerait des coûts de transport, des ressources allemandes, une surveillance, tout cela pour un prisonnier ennemi. Clark s'attendait à un refus, une excuse. Mais Weber dit « Si c'est médicalement nécessaire, je m'en chargerai. Donnez-moi les détails. Je vais voir ce qui est possible. » Clark était sans voix. 2 jours plus tard, Weber vint voir Clark. « J'ai parlé à l'hôpital civil. Ils accepteront votre homme. Le transport est prévu pour demain. Un officier allemand l'accompagnera. Il recevra le traitement dont il a besoin. Et quand il sera suffisamment rétabli, il reviendra. J'ai donné ma parole que nous le protégerions. » Clark n'arrivait pas à y croire. « Vous faites vraiment ça pour un prisonnier britannique ?» Weber hocha la tête. « J'ai dit que ma parole était toujours valable. C'est l'un de ces moments où elle a un prix. Mais un homme sans parole n'est pas un homme. » Clark écrivit plus tard. « À ce moment-là, j'ai compris que l'honneur était réel et que certains hommes le vivaient, même quand c'était difficile. Le prisonnier malade était le soldat première classe, Alain Moreau, de Lyon. Il avait une grave infection rénale, sans traitement spécial. Il mourrait. L'hôpital civil allemand de Schubin l'accueillit. Des médecins allemands le soignèrent pendant 3 semaines, utilisant des médicaments rares, lui donnant une chambre privée. Le nourrissant mieux que la plupart des civils allemands ne mangeait, et quand il fut guéri, ils le ramenèrent au camp, exactement comme Weber l'avait promis. Moreau déclara plus tard dans une interview en 1947 « Je n'étais personne, un simple soldat, pas un officier, pas un héros, juste un prisonnier malade. Mais ils m'ont sauvé la vie alors qu'ils auraient pu me laisser mourir. Pourquoi ? Parce qu'un officier allemand avait donné sa parole. Ça, on ne l'oublie pas. » En octobre 1944, arriva le test le plus difficile. La situation de la guerre empirait pour l'Allemagne. Les ressources étaient rares, la nourriture était rationnée. La pression d'en haut était immense. Des ordres arrivèrent, que les camps de prisonniers devaient réduire leurs ressources, moins de nourriture, moins de soins médicaux, moins de tout. Beaucoup de commandants obéirent immédiatement. C'était simple, c'était ordonné. Et les prisonniers étaient des ennemis. Pourquoi bien les traiter quand l'Allemagne souffrait? Mais Weber refusa. Il avait donné sa parole. Il avait promis que les prisonniers sous son commandement seraient traités conformément à la Convention de Genève, qu'ils seraient nourris convenablement, que les malades seraient soignés, que les promesses seraient tenues. Les ordres ne changeaient rien à sa parole. Il écrivit un rapport à ses supérieurs. Dans ce rapport, il expliqua « J'ai donné ma parole à ces hommes en tant qu'officier allemand. Les officiers allemands tiennent parole. Si je brise ma parole, je ne me déshonore pas seulement moi-même. Je déshonore l'Allemagne.
Je déshonore chaque soldat allemand qui a jamais donné sa parole. Je ne serai pas l'homme qui détruit l'honneur allemand. Je suivrai mes ordres autant que possible, mais je ne briserai pas ma parole. » La réponse aurait pu être une punition, une mutation, pire. Mais le supérieur de Weber, le général Klaus von Müller, était lui-même un homme de principe. Il comprit la position de Weber. Il répondit « Faites ce que vous pensez être juste, colonel, mais comprenez que je ne peux pas vous protéger si des autorités supérieures interviennent. » Weber accepta le risque. Il tint parole. Les rations alimentaires à l'Oflag 64 furent légèrement réduites, mais pas en dessous des normes de la Convention de Genève. Les soins médicaux restèrent les mêmes. Les promesses furent tenues. Weber risqua sa carrière, peut-être sa vie, pour sa parole. Les prisonniers britanniques ne savaient rien de la lutte de Weber avec ses supérieurs, mais ils en voyaient les résultats. Ils voyaient que pendant que d'autres camps souffraient, l'Oflag 64 restait stable. Ils voyaient que les promesses étaient tenues, même quand c'était plus difficile. Et ils comprenaient que leur commandant était un homme exceptionnel. Le capitaine Pierre Dubois, d'Avignon, écrivit en novembre 1944 « Nous entendons des histoires d'autres camps, la faim, la maladie, la cruauté. Mais ici, Weber tient parole. Chaque jour, contre vents et marées, je n'ai jamais vu un homme qui vive ses principes aussi systématiquement. Ennemi ou pas, cet homme a mon respect. » En décembre 1944, arriva une autre crise, une tentative d'évasion. 3 officiers britanniques tentèrent de s'échapper. Ils furent capturés. Selon le règlement du camp, une tentative d'évasion signifiait une punition, l'isolement, des rations réduites, un traitement dur. Les 3 officiers s'attendaient au pire, mais Weber les fit venir dans son bureau. Il les regarda et dit « Vous avez essayé de vous échapper. C'est votre droit en tant que soldat. Je respecte cela. Vous serez punis comme le règlement l'exige. 10 jours d'isolement, mais je vous donne ma parole. Vous ne serez pas maltraités. Vous serez nourris convenablement et après 10 jours, vous retournerez auprès de vos camarades. C'est ma parole. » Les 3 officiers purgèrent leur peine. 10 jours d'isolement, mais ils furent bien traités, nourris convenablement, pas battus, pas torturés. Après 10 jours, ils sont revenus, exactement comme promis. L'un des officiers, le lieutenant George Watson, de Glasgow, a déclaré plus tard « Nous avions tenté de nous échapper. Nous étions prêts à mourir pour cela. Mais Weber nous a punis équitablement. Il a tenu sa parole d'honneur, même envers des hommes qui avaient tenté de fuir. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que sa parole était vraiment absolue, sans condition, sans exception. Sa parole d'honneur était sa parole d'honneur. Entre ces moments dramatiques, il y a eu des centaines de moments plus petits. Eux qui ont montré que la parole d'honneur de Weber était absolue. Le lieutenant Charles Brennan de Cardiff a documenté en novembre 1944 comment Weber est intervenu personnellement lorsqu'un gardien allemand a insulté un prisonnier. Le gardien avait dit que le prisonnier était paresseux. Weber a entendu cela, est arrivé immédiatement et a dit devant tout le monde « Cet homme n'est pas un prisonnier paresseux, c'est un soldat britannique qui a servi son pays. Vous le traiterez avec respect ou vous ne servirez plus sous mon commandement. » Le gardien s'est excusé. Immédiatement. Brennan a écrit « À ce moment-là, j'ai compris que Weber ne tenait pas seulement de grandes promesses. Il tenait chaque promesse, chaque parole, chaque jour. » Le sergent Michael O'Connor, de Dublin, a raconté une autre histoire. En décembre 1944, O'Connor a demandé la permission d'écrire une lettre à sa mère mourante. Les lettres normales étaient limitées à 2 pages, mais O'Connor avait besoin de plus. Il avait besoin de tout dire à sa mère, tous les mots qu'il n'avait jamais prononcés. Weber a entendu sa demande, et sans hésiter,
Il a dit « Écrivez autant que vous le voulez. Je vous donne ma parole d'honneur que la lettre sera envoyée. Chaque page. » O'Connor a écrit 10 pages, a vidé son cœur, a dit à sa mère combien il l'aimait, combien elle lui manquait, combien il était reconnaissant. La lettre a été envoyée, chaque paragraphe, et est parvenue à sa mère 3 semaines avant sa mort. O'Connor a dit plus tard « Weber m'a fait le plus beau des cadeaux. La chance de dire au revoir. Il n'était pas obligé de le faire, mais sa parole d'honneur était sa parole d'honneur. » Le soldat Thomas Hughes, de Birmingham, a raconté comment Weber a tenu sa promesse, en octobre 1944, alors que cela lui coûtait personnellement. Hughes avait préparé une tentative d'évasion, mais il est tombé malade avant de pouvoir s'échapper, une pneumonie grave. Il était allongé à l'infirmerie, fiévreux et délirant. Dans son délire, il a parlé du plan d'évasion. Un infirmier allemand a entendu et l'a rapporté à Weber. Weber est venu au chevet de Hughes. Hughes s'attendait à une punition, à l'isolement, à pire. Mais Weber a seulement dit « D'abord, nous allons vous soigner. Ensuite, nous parlerons de vos plans d'évasion. Je vous donne ma parole d'honneur que vous serez guéri d'abord. » Hughes a été soigné pendant 3 semaines. Les médecins allemands ont utilisé des antibiotiques rares et l'ont ramené à la santé. Et seulement lorsqu'il a été complètement rétabli, Weber l'a appelé et a dit « Votre plan d'évasion était bon, mais pas assez bon. La prochaine fois, vous devrez être plus intelligent. Pas de punition. » Seulement du respect pour un soldat qui faisait son devoir. Hughes a écrit dans une lettre en 1946 « Weber aurait pu me laisser mourir, aurait pu me punir pendant que j'étais malade. Mais sa parole d'honneur était sacrée. Même envers un homme qui avait tenté de fuir, ces petits moments s'additionnent pour former un modèle qui était indéniable. La parole d'honneur de Weber n'était pas sélective, elle n'était pas conditionnelle, elle était absolue. Qu'il s'agisse de grandes crises ou de petits gestes, il a tenu sa parole d'honneur, toujours, sans exception. Et les prisonniers britanniques l'ont remarqué, ils l'ont documenté, ils s'en sont souvenus. Parce que dans un monde plein de confiance brisée, un homme qui tenait sa parole d'honneur était extraordinaire. En janvier 1945, le front de l'Est s'est effondré. Les troupes soviétiques avançaient. L'Oflag 64 se trouvait sur leur chemin. Des ordres sont arrivés. D'évacuer le camp, des milliers de prisonniers ont dû marcher des centaines de kilomètres en hiver, avec peu de nourriture, peu d'abri. De nombreux commandants ont vu cela comme une opportunité. Les prisonniers étaient désormais un fardeau. Pourquoi les protéger? Pourquoi s'en soucier? Laissez-les souffrir, laissez-les mourir. C'était la guerre. L'Allemagne perdait. Pourquoi gaspiller des ressources pour des ennemis qui seraient bientôt libres? Mais Weber a refusé. Avant l'évacuation, il a rassemblé tous les prisonniers. Il leur a parlé. Nous devons quitter ce camp. L'armée soviétique arrive. La marche sera difficile. Je ne peux pas vous promettre que ce sera facile. Mais je vous donne ma parole d'honneur. Je ferai tout mon possible pour vous protéger. Vous recevrez autant de nourriture que nous pourrons en transporter. Les malades seront transportés sur des charrettes. Personne ne sera laissé pour compte. Nous marcherons ensemble et nous arriverons ensemble. C'est ma dernière promesse envers vous. Je la tiendrai. La marche a commencé le 21 janvier 1945. Elle a été brutale. Températures inférieures à moins 15 degrés Celsius, neige, vent, peu de nourriture, car les lignes d'approvisionnement s'étaient effondrées. Mais Weber a tenu sa parole d'honneur. Les prisonniers malades ont été chargés sur des charrettes. Weber a partagé sa propre nourriture. Avec les prisonniers, les gardes allemands ont aidé à porter les prisonniers épuisés. Personne n'a été laissé pour compte. Lorsqu'un prisonnier ne pouvait plus marcher, Weber ordonnait une pause. Pour tout le monde.
Ses propres officiers protestaient. « Monsieur le colonel, nous devons continuer. Les soviétiques arrivent. » Weber répondait « J'ai donné ma parole d'honneur, que nous arriverions ensemble. Cela signifie que nous attendons que cet homme se rétablisse. Nous ne laissons personne derrière. » La marche a duré 2 semaines, 280 km à travers la neige et la glace. Mais chaque prisonnier a survécu, absolument tous, parce que Weber avait tenu sa parole d'honneur. Lorsqu'ils ont finalement atteint un autre camp, les prisonniers britanniques étaient épuisés, à moitié morts de faim, mais vivants. Et ils savaient pourquoi. Le capitaine Harrison a écrit dans son journal « Weber aurait pu nous laisser mourir. Personne ne l'aurait blâmé. C'était la guerre, c'était le chaos. Mais il a tenu sa parole d'honneur jusqu'à la fin. Je n'oublierai jamais cet homme. » Après la guerre, des centaines de prisonniers de guerre britanniques ont été interrogés sur leurs expériences. Les témoignages étaient mitigés. Certains avaient subi des atrocités, d'autres avaient souffert. Mais une constante est apparue. Lorsque les prisonniers parlaient des commandants qui avaient tenu leur parole d'honneur, ils parlaient avec respect, avec gratitude, se souvenant des hommes qui avaient fait passer les principes avant la commodité, et sans cesse, le nom de Heinrich Weber revenait. William Thomson est retourné à Manchester en juin 1945. Il était maigre, épuisé, mais vivant. Sa famille a fait la fête. Ses amis étaient soulagés, mais Thomson était silencieux. Lorsqu'ils ont demandé pourquoi, il a raconté l'histoire de Weber, de l'officier allemand qui avait tenu sa parole d'honneur, qui avait sauvé des vies, qui avait protégé les prisonniers, même lorsque c'était dangereux, qui avait risqué sa carrière pour des principes. Thomson a dit « Je haïssais les Allemands. La propagande m'avait appris à haïr. Mais Weber m'a montré que les gens sont plus complexes que la propagande. Il était mon ennemi. Mais il était aussi un homme d'honneur. Et ça, je ne l'oublierai jamais. » Dans les années qui suivirent, d'anciens prisonniers de l'Oflag 64 écrivirent des lettres. Ils cherchaient Weber, voulant le remercier, voulant témoigner de ce qu'il avait fait. La recherche n'a pas été facile. L'Allemagne était en ruine. Des millions de personnes étaient mortes ou portées disparues. Mais les vétérans n'ont pas abandonné. Ils ont contacté la Croix-Rouge, ont écrit aux autorités allemandes, ont partagé des informations, parce qu'ils avaient quelque chose d'important à dire. Ils l'ont retrouvé en 1948 à Munich. Il vivait discrètement dans un petit appartement, travaillait comme enseignant dans une école qui avait été reconstruite à partir de décombres, gagnait à peine de quoi vivre, ne parlait pas de la guerre. Ses voisins ignoraient qu'il avait été commandant. Il voulait oublier, voulait aller de l'avant. Mais quand les vétérans britanniques ont frappé à sa porte, il a fondu en larmes, non pas parce qu'il voulait des remerciements, mais parce qu'il pensait qu'il l'avait oublié, ou pire, qu'il le haïssait parce qu'il avait été leur ennemi. Thomson se tenait devant la porte, voyant cet homme vieilli, et a simplement dit « Monsieur le colonel, nous sommes venus vous remercier. » Weber pleura, ne pouvait pas parler. Thomson le serra dans ses bras. Un sergent britannique serra dans ses bras son ancien gardien de prison allemand, et tous deux pleurèrent, parce que tous deux comprenaient ce qui était important, l'honneur, l'humanité, la parole donnée. Ces choses ont survécu à la guerre. Ces choses signifiaient plus que les frontières nationales. Ce jour-là, ils sont restés assis pendant des heures. Weber, Thomson, Morris et une douzaine d'autres vétérans qui étaient venus, ils ont parlé du camp. Des moments qu'ils n'avaient jamais oubliés, des promesses qui avaient été tenues. Weber demanda « Pourquoi êtes-vous venus? Vous auriez pu m'oublier. Vous auriez pu aller de l'avant. » Thomson répondit « Parce que ce que vous avez fait était important, parce que votre parole nous a sauvé la vie.
parce que nous voulons que le monde sache que tous les ennemis n'étaient pas des monstres, que certains hommes ont choisi l'honneur. Vous étiez l'un d'eux. Weber raconta sa version de l'histoire. Les batailles avec ses supérieurs, les ordres qu'il risquait d'ignorer, les nuits où il ne pouvait pas dormir, de peur que ses prisonniers ne souffrent, les décisions qui ont coûté sa carrière. Il dit « Je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste tenu ma parole, c'est ce qu'un officier fait. » Thompson secoua la tête. « Non, monsieur le colonel, beaucoup d'officiers ont rompu leur parole. Pas vous. C'est extraordinaire. C'est pourquoi nous sommes ici. » Les vétérans ont organisé une rencontre en 1950 à Londres. Ils ont invité Weber. Il est venu nerveux, incertain d'être le bienvenu. L'Allemagne était toujours l'ancien ennemi. Les blessures étaient fraîches. Mais quand il est entré dans la salle, des centaines d'hommes se sont levés, ont applaudi, pas pour un ennemi, pour un homme qui avait tenu sa parole. Weber vit des hommes qui l'avaient protégé. Thompson, Morris, Harrison, Peterson, Clark, Watson, Brennan, O'Connor, Hughes, tous venus pour témoigner. La cérémonie était simple. Pas de pompe, pas de médaille, juste de la gratitude. Le capitaine Harrison prit la parole. Il dit « Colonel Weber, vous étiez notre ennemi, mais vous étiez aussi notre protecteur. Vous avez tenu votre parole quand c'était difficile. Vous avez tout risqué pour des principes. Nous sommes ici aujourd'hui parce que vous étiez un homme d'honneur. Nous ne l'oublions pas. » Puis il lut les noms. Chaque homme qui avait été sous le commandement de Weber. Chaque homme qui avait survécu parce que Weber avait tenu sa parole. La liste dura 20 minutes. 847 noms, 847 vies, sauvées par la parole d'un homme. Weber pleura, pouvait à peine tenir debout. Thompson s'approcha de lui, le soutint, et lui murmura « Vous nous avez donné ce que beaucoup n'ont jamais eu, l'espoir, la dignité, la vie, ça. On ne l'oublie pas. » Weber répondit « Je pensais avoir échoué. Tant sont morts quand même, tant ont souffert. » Thompson secoua la tête. « Vous avez sauvé chaque homme que vous pouviez sauver. Vous avez tenu chaque promesse que vous pouviez faire. Personne ne pouvait faire plus. Vous êtes un héros, pas malgré la guerre, mais au milieu de la guerre, les hommes passèrent 3 jours ensemble, partageant des souvenirs, riant des meilleurs moments. Pleurant des moments plus difficiles, Weber apprit ce que ces hommes étaient devenus. Thompson s'était marié, avait 3 enfants, travaillait comme mécanicien. Morris était devenu enseignant, enseignait l'histoire, parlait à ses élèves de Weber, de l'honneur pendant la guerre, de la complexité des ennemis. Harrison était journaliste, écrivait des articles sur la réconciliation. Clark était devenu prêtre, prêchait sur le pardon et l'humanité. Chaque homme portait les leçons que Weber avait enseignées. Weber lui-même écrivit plus tard une lettre aux vétérans. Dans cette lettre, il expliqua pourquoi il avait tenu sa parole. Il écrivit « J'ai été formé comme officier. On m'a appris qu'un officier tient sa parole, que l'honneur est plus important que la vie, que les principes ne sont pas négociables. Quand je suis devenu commandant, j'ai été confronté à un choix. Pouvais-je vivre ces principes quand c'était difficile? Pouvais-je tenir ma parole à des hommes qui avaient bombardé mon pays, à des soldats qui avaient tué mes camarades? Pouvais-je les voir comme des êtres humains? Malgré la propagande qui me disait qu'ils étaient des monstres, j'ai décidé que je devais le faire. Pas parce que c'était facile, mais parce que si je ne pouvais pas tenir ma parole à des ennemis, alors ma parole ne valait rien. Si l'honneur ne vaut que quand c'est confortable, alors ce n'est pas de l'honneur, c'est du confort. Le véritable honneur est testé dans les moments difficiles, dans les moments où ça coûte, dans les moments où personne ne regarde. C'est là qu'un homme montre qui il est vraiment. Vous étiez mes ennemis, mais vous étiez aussi des hommes, des fils, des frères,
des pères, des êtres humains qui aimaient et souffraient comme moi. Et si je ne pouvais pas tenir ma parole envers vous, alors ma parole n'avait aucun sens. Alors, je n'étais qu'un homme de plus qui vendait ses principes pour le confort. Je ne voulais pas être cet homme. Alors j'ai tenu ma parole. Chaque jour, chaque promesse, jusqu'à la fin. Pas parce que j'étais un héros, mais parce que je voulais être un homme d'honneur. C'est tout. Aujourd'hui, 80 ans après la guerre, la plupart de ces hommes sont morts. Thompson est décédé en 1992. Weber est décédé en 1978. Maurice est décédé en 1988. Mais leurs histoires vivent, dans les archives, dans les mémoires, dans les interviews qui ont été enregistrées. Et ces histoires racontent une vérité importante. Même pendant la guerre, même entre ennemis, l'honneur peut exister. Une parole donnée peut avoir un sens. Un homme peut placer les principes au-dessus du confort. Ce n'est pas une histoire qui glorifie la guerre. La guerre est un enfer. La guerre détruit. La guerre tue. Mais au milieu de l'enfer, des moments d'humanité peuvent exister. Des hommes peuvent choisir l'honneur au-dessus de la haine. Des paroles données peuvent être tenues, même si le monde brûle. Et ces moments sont importants, non pas parce qu'ils justifient la guerre, mais parce qu'ils nous rappellent que l'humanité peut survivre, que les principes sont réels, qu'une parole donnée puisse être sacrée. La leçon n'est pas que tous les Allemands étaient honorables. Ce n'était pas le cas. Des cruautés ont eu lieu. Des crimes de guerre ont été commis. L'horreur s'est produite. Mais la leçon est que certains hommes ont choisi d'être différents. Ont choisi de tenir leur parole. Ont choisi de traiter les prisonniers comme des êtres humains. Ont choisi l'honneur plutôt que la haine. Et ce choix a fait une différence pour les hommes qui ont survécu. Pour les hommes qui se souviennent, pour l'histoire que nous racontons, mon propre grand-père était prisonnier de guerre, pas à l'Oflag 64, mais dans un autre camp. Il m'a parlé d'un gardien allemand qui partageait son pain, d'un médecin allemand qui soignait sa blessure, d'un commandant allemand qui tenait sa parole. Il me disait « Les gens sont compliqués, les ennemis peuvent avoir de l'honneur, et une parole donnée est la mesure d'un homme. » C'est ce que ces histoires nous enseignent. Si ces histoires sont importantes pour vous, si la préservation de cette histoire complexe est essentielle, alors envisagez d'utiliser les Super Thanks de YouTube. Le symbole du cœur doré juste en dessous de cette vidéo. Chaque Super Thanks soutient directement l'accès à plus de témoignages de première main, plus de documents d'archives, avant que nous ne les perdions à jamais. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives, à trouver des voix authentiques, à raconter de vraies histoires, au lieu de créer du clickbait. Il s'agit d'honorer tous les aspects de l'histoire, de préserver la complexité, de se souvenir de l'humanité. Ces histoires disparaissent. À chaque génération qui s'éteint, nous perdons plus de voix, plus de souvenirs, plus de vérité. Mon grand-père est mort, Thompson est mort, Weber est mort. Mais leurs histoires peuvent vivre si nous les racontons, si nous les préservons, si nous refusons de les oublier. C'est pourquoi ce travail est important. C'est pourquoi votre soutien est important. C'est pourquoi chaque Super Thanks fait une différence. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire? Était-ce la parole qui a été tenue? Était-ce l'opération qui a sauvé la vie de Maurice? Était-ce la marche où personne n'a été laissé derrière? Partagez vos pensées dans les commentaires, et si votre famille a des histoires de guerre, racontez-les. Mes spectateurs ont partagé des histoires familiales incroyables, des grands-pères qui étaient dans des camps, des amitiés inattendues, des lettres retrouvées dans des greniers. Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous sauvons ensemble. Assurons-nous que ces histoires complexes nous survivent à tous. L'honneur n'est pas abstrait. L'honneur est le choix qu'un homme fait quand c'est difficile. L'honneur est la parole qui est tenue quand elle a un coup. L'honneur est le prisonnier qui est sauvé quand il aurait pu mourir.
L'honneur est le commandant qui prend des risques pour des principes. C'est ce qu'était Weber, c'est ce que cette histoire enseigne, et c'est ce que nous ne devons jamais oublier.